merci la parole. Je voulais vous dire qu'on a décidé avec Marc, pour le prochain vernissage des bancs, on aura une nouvelle exposition de Pierre Dunoyer avec les mêmes tableaux que vous voyez ici, qui seront réaccrochés de manière différente. Donc, ce sera les mêmes tableaux et on espère, on verra, mais on espère que ce sera aussi une nouvelle exposition. Qui ouvrira donc au prochain vernissage du quartier des Bains le jeudi 14 mai. Voilà, donc nous sommes très heureux d'accueillir Pierre Dunoyer et Jörg Bader pour cette conférence. Je remercie toute l'équipe de BFAS qui nous a aidés à organiser ça et je vous souhaite une bonne écoute. Merci. Merci à toi, Philippe. Oui, on s'était dit que ça pourrait être intéressant, même justifié, de commencer à donner un peu le contexte dans lequel le travail de Pierre a émergé, d'autant plus que je crois que c'est la première fois qu'il est présenté en Suisse et ça fait un bon moment qu'on n'a pas vu de nouveaux travail publiquement de ta part. Mais je voudrais faire un petit prologue là, parce qu'il y a comme ça une situation qui est assez marrante. Sachez un peu plateau de télévision, qui lui-même s'inspire un peu du salon bourgeois. Et comme ça, on pense à cela. Je me souvenais d'une anecdote. Ça a dû être en 92. Il y avait mon ami qui, je crois que j'étais dans la cuisine, je ne sais pas ce que je faisais, et il me crie « Viens, 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 il y a des tableaux de Pierre à la télévision. » Et je cours, et en effet, c'était à Washington, il y avait le général Schwarzkopf qui se faisait décorer devant une toile de Pierre, et ça m'amène un peu à ce travail de Pierre et sa position dans le temps, et comme il y a soudainement des précipitations, des actualités qui se pointent de façon très tendue chez toi. Et après, il y a d'autres moments où on voit moins ton travail. Et je cite cela parce que tu avais fait un texte très dense concernant, qui était publié dans une revue qui avait comme titre spécial L'art et la guerre. Et ça dit déjà un peu la manière comme tu conçois ton travail artistique, parce qu'on peut dire qu'il a quelque chose de combatif, et que de ce point de vue-là, je pense que la position de Pierre est enracinée dans la notion de radicalité qui était propre au XXe siècle et qui a nourri les avant-gardes. Et quand tu as commencé à peindre, il y avait tout le monde qui disait que la peinture était morte, c'est-à-dire c'était les années milieu 70. C'était juste avant qu'il y avait une résurrection de la peinture, et maintenant on assiste au fond, comme ça tous les 20 ans, une sorte de renouveau de la peinture. En général, c'était légué par l'Allemagne. Ton point de départ était bien différent que, on peut dire, par l'amour de la peinture. Oui, tout à fait. Il n'y a jamais eu de ma part un amour particulier pour la peinture en tant que peintre, mais pour la peinture en tant qu'elle était peintre. Je n'ai jamais entendu l'idée de peinture. J'ai toujours vu des choses peintes, que ce soit au 19e siècle, au 20e siècle, j'ai vu des tableaux, et donc ces tableaux étaient peints. L'idée de peinture, quelque chose qui existerait en dehors de la chose peinte, m'est toujours apparu comme extrêmement contradictoire par rapport au peintre qui avait pour tâche d'assumer le plan des tableaux, c'est donc de risquer le néant plastique, puisque en soi la peinture évidemment n'existe pas plus que l'espace, on ne peut pas en faire l'expérience, il n'y a pas d'être de la peinture, il n'y a pas d'être de l'espace.
Donc peindre, c'est risquer l'identité du peintre. Ou alors on est dans un académisme qui existe, qui a ses charmes, qui a son intérêt, mais ce n'était pas tout à fait la question qui a déterminé l'histoire de la peinture au XIXe, à la fin du XIXe, au XXe siècle. Donc la question qui s'est posée, c'était la radicalité de l'art conceptuel, à travers un mouvement art et langage long, mais aussi avec Joseph Kosuth, qui a pensé que peindre après Reinhardt était foutu. Il y avait une mort de la peinture liée au fait que Reinhardt, à sa mort, a fait une grande exposition au Museum en 67, fin 67, et il a intitulé ses œuvres Ultimate Painting, comme si nous ne pouvions plus peindre. Il y a une vieille rhétorique aussi de la mort du tableau. Nikolai Taraboukin et d'autres, Rodchenko et d'autres, ont déclaré que la question du tableau était terminée. Ensuite, on a repris la peinture en fracturant le tableau lui-même, jusqu'à ce que l'art conceptuel donne à l'art une portée plus haute que la philosophie. Art after philosophie. Donc, ma première exposition en 1975 a été une exposition conceptuelle, du dessin conceptuel dans une petite galerie d'avant-garde. Et je discutais avec Victor Burgin et d'autres sur justement le ne plus pouvoir peindre à partir de Barnett Newman, à partir de Reinhardt. Et ça posait des questions énormes, évidemment, sur la joie de la libération de ne plus peindre. Parce que pour un peintre, ne plus avoir à peindre est une vraie liberté. Comme un oiseau qui se met à s'envoler, enfin. Seulement, les radicalités plastiques que le tableau impliquait étaient d'une importance capitale pour notre regard. Si nous n'avions plus le maintien plastique au tableau, nous avions du mal à mesurer notre regard dans l'ordre des perceptions multiples et finalement des ensevelissements psychologiques que ça pouvait entraîner, c'est-à-dire la capacité que nous avions à distinguer dans la masse des images et des stimuli plastiques que nous pouvions et que nous avons aujourd'hui. Donc le tableau était d'abord un objet dont la présence apaisait les multiples informations, leur donnait non pas une classification, mais un ordre, une possibilité pour chacun d'entre nous de pouvoir juger, de pouvoir discerner. Bien. Donc le tableau m'est apparu d'abord comme une ontologie, c'est-à-dire comme s'adressant à l'être humain, peu importe les catégories, le goût, etc. Différents prédicats qui se façonnent à travers les arts, la sculpture, la peinture, le cinéma, la photo, etc. Donc je pensais pouvoir me débrouiller en parlant de la peinture plutôt qu'en peignant moi-même. Mais le manque au tableau, face à la mort de la peinture, m'est apparu comme quelque chose qui susceptible de me mobiliser. À ce moment-là, j'ai dû comprendre que soit j'arrêtais de parler de peinture, ou du moins, non pas de parler de peinture, mais de parler à partir de la peinture, parce que la peinture en général entraînait une énorme aphasie. On disait Mondrian, voire Robert Reimann, et après on avait une demi-heure ou une heure de silence. Il n'y avait pas de discours à partir de la peinture. Il y avait des discours à partir de la musique, il y avait des discours à partir de la littérature, mais il n'y avait pas de discours à partir de la peinture. Or, pour moi, la peinture a toujours peinte, le tableau a toujours été source de parole. Il y avait donc quelque chose qui n'avait pas été vraiment observé quant à la capacité qu'a la peinture d'entretenir un dialogue. Donc j'ai dû me dire, je dois entamer cette procédure du tableau, de prendre la peinture, c'est-à-dire la matière plastique, au tableau. Ce que j'ai entamé en 1976. Sous couvert d'un soutien contradictoire, d'un soutien très fort, c'était la mort de la peinture, la mort de l'idée de peinture. Ça m'a beaucoup aidé de savoir que quand je peignais, personne ne pensait que c'était possible de peindre. Ce qui fait que, phénoménologiquement parlant, l'impossibilité de peindre devenait dynamique, devenait heureuse. L'impossibilité de peindre par rapport à l'Audir de Georges Bataille, par exemple, ou l'impossibilité de peindre pour n'importe quel peintre qui veut manifester le tableau. Comment peindre son sujet? Comment peindre le tableau lui-même, indépendamment d'un objet de peinture, par rapport à un sujet peintre? On me disait, c'est impossible. Martin Barret, un peintre que j'aimais beaucoup, qui a beaucoup compté pour moi, me disait, mais tu ne peux pas te contenter de peindre. Et alors là, il y a eu donc une entreprise qui a duré 2 ans, de 76 à 78. Et comme j'en parlais à un garçon tout à l'heure, Giuseppe,
Je me suis rendu compte, à bout de force, que je ne savais pas quoi peindre, et que j'avais aucune raison de savoir quoi peindre. Donc, je me suis rappelé, lorsque j'étais enfant, que lorsque je ne savais pas, je faisais des tâches. Et cette tâche était aussi dynamisée par un très bel article d'un historien de l'art italien, dont je ne me souviens pas du nom, qui disait « La tâche est le sine qua non du tableau ». Donc cette double articulation de la tâche en tant que statut d'ignorance et de la tâche en tant que sine qua non du tableau m'a permis de, littéralement, comprendre qu'il me suffisait de peindre une tâche au milieu de la toile pour arrêter la décision de peindre, mais aussi pour pouvoir installer une présence potentielle, évidemment, du tableau. Alors cette tâche, elle s'est faite de façon assez simple. En 1977, j'ai pris des cartons et j'ai mis une plaque à la bombe, une plaque de, disons, 30 cm par 10 cm, donc très glacée sur un fond blanc, donc mothétique, à peu près 1,20 m par 70 cm, un truc comme ça. Et ça ne tenait pas, c'était pas possible, ça faisait penser à une sorte de radical painting, qui ne concerne pas la question du tableau, et qui concerne quelque chose qui s'est produit en Suisse, c'est-à-dire le PK, et la faculté qui avait la peinture abstraite de pouvoir témoigner de son autorité. Donc là, je me suis dit, cette tâche ne tient pas, c'est pas une tâche, c'est une plaque bleue nuit, voilà, sur un fond. Donc j'ai pris de la peinture Corona, j'ai mis de la colle dedans pour lui donner un peu d'épaisseur, et avec un petit pinceau plat, j'ai clippé cette tâche sur le fond blanc. Et à ce moment-là, elle est devenue événement, elle est devenue phénomène, elle est devenue quelque chose de possible, que les yeux pouvaient voir, qu'ils ne pouvaient pas métaphorer. Et ceci a entraîné Jeanne Apart, 1978, ensuite j'en ai fait 2, 3, et puis c'est comme une graine, la chrysalide s'est développée, et ensuite le tableau s'est développé de lui-même, c'est-à-dire, je tiens à vous rappeler quelque chose de très important, c'est que pendant 30 ans, j'ai peint toujours au même endroit sans préjuger de l'aspect du tableau. Jamais. L'important pour moi, c'était peindre un tableau, ce n'était pas de préjuger ou d'avoir une idée de l'aspect qu'il pouvait prendre. Il a pris l'aspect qu'il a aujourd'hui. Et cet aspect, on me le demandait souvent, m'a fait beaucoup de mal. Pendant 5 ans, ça me donnait envie de vomir parce que je n'avais ni la culture ni la formation pour faire ce genre de peinture. Et lorsque j'ai commencé à déployer le tableau, il a commencé à prendre consistance. J'ai eu 2 expositions chez Elina Sonavan qui ont eu vraiment beaucoup d'importance pour moi. On me disait, mais où tu vas comme ça? Et je disais, je rêve de mener le phénomène plastique à la pamoison, au bien-être là, à l'ortus clausus, à quelque chose qui est fait pour être véritablement dans sa quiétude. Et c'est quoi une quiétude plastique? C'est quoi une quiétude plastiquement phénoménologique qui n'est pas pour but de témoigner, de donner un message de peinture, d'art ou de position sociale ou politique, mais juste un tableau. Alors la revendication de peindre un tableau qui se contenterait de lui-même paraissait à l'époque comme une gageure. D'ailleurs encore aujourd'hui, je pense, pas évident du tout. Sauf qu'ils ont trouvé une assise, un intérêt tel que maintenant, Marc Blondeau et Philippe Davet et toute l'équipe ont ressenti l'envie de revisiter cette exposition en refaisant une autre. Ce qui fait dire, ce que je disais à Philippe, moi-même qui suis non pas inconscient, mais j'ai énormément de mal à savoir de quoi il s'agit quand je vois un de mes tableaux, qui permet de comprendre que la perception, l'idée qu'on peut se faire de ce qu'on perçoit à propos d'un tableau est secondaire par rapport à l'événement du tableau en tant qu'il est là, en tant qu'il est présent, indépendamment de toute métaphore. Tout ce qui est peint ici est peint pour assumer un lieu, rien n'est peint pour assumer une idée de peinture. La réponse à l'art conceptuel, Joseph Kossuth, que j'ai rencontré à New York au début des années 80, et qui me disait « Why you paint painting is dead ?» And I said, "It's not painting is dead. It's you. You're an artist, you're dead. I don't care to be an artist. I am a painter." Il faut bien comprendre que depuis le 19e siècle, les peintres n'ont jamais revendiqué une position artistique. Ils ont toujours revendiqué une position plastique. Jamais Barnett Newman n'a prétendu être un artiste. Il n'y a pas de question quant à l'art dans le tableau. Ce qui ne veut pas dire que le tableau n'est pas complice de l'art, bien évidemment. Mais je crois que dans cette situation de l'art contemporain, où l'art est revendiqué comme une réalité sociale, à juste titre d'ailleurs, culturelle,
favorisant les échanges, l'enseignement, les discussions. Il était important de comprendre l'authenticité de cet objet, qui s'appelle tableau, dans la mesure où l'art est bien supérieur à l'idée qu'on s'en fait. En tous les cas, depuis Aristote, nous savons que la poésie est supérieure, plus rigoureuse en philosophie que l'histoire. C'est très important de comprendre. Aussi, sur un aspect fondamental du développement au travail, c'est-à-dire la pavoisson, qui donne cette sensation heureuse, cette sensation de joie, rappelez les études, les sermons sur la joie errante de Maître Eckhart, c'est-à-dire que la joie est chose rigoureuse. La pensée aussi. Donc il y a deux développements. Le développement poétique du tableau, en tant qu'il est heureusement là, et le développement soucieux de la pensée plastique qui accompagne ce tableau.